Partons du principe selon lequel l'article 7.2 reprend bien les dispositions du droit coutumier international et disons que les évolutions nationales sont toutes l'expression d'une compréhension accrue entre les nations et les peuples, et que donc la coutume est un bon reflet du droit. Il n'en demeure pas moins que la question qui se pose porte sur le fait de savoir si l'article 7.2 rend correctement compte dans son libellé du droit international, parce que là, un problème se pose. L'article 7.2, qui traite de la responsabilité d'un homme occupant des fonctions officielles, doit être, à notre avis, soumis à un test très simple, à savoir la connaissance, le pouvoir, la négligence, l'absence de correction d'une erreur. Ce test vaut peut-être pour des commandants parce que il est tout à fait permis de dire que ce test est valable au titre du droit coutumier international. Il est tout à fait valable de se pencher sur le fait de savoir si un commandant assume la responsabilité de ce qu'il a fait dans ses fonctions de commandant. Mais nous nous demandons tout de même si les dispositions de ce principe sont applicables à un chef d'État. Nous nous demandons donc, comme nous le faisons par écrit dans notre mémoire, si les dispositions de l'article 7.2 sont un test valable pour un chef d'État. Et nous espérons que le tribunal conviendra avec nous que le test dont nous parlons va plus loin que les dispositions de l'article 7.2, car l'article 7.2, à notre avis, ne rend pas complètement compte de l'intégralité du droit international. J'aimerais vous présenter la position des amicus curiae sur ce point. La Chambre a dit à M. Kay que des preuves doivent être apportées, des arguments défendus pour lui. De façon générale, nous admettons cela, mais nous ne sommes pas les conseils de la défense de M. Milošević. Nous sommes des amicus curiae. Et comme j'ai tenté de l'expliquer au début de la présente audience, au stade où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire au début de la procédure, alors que nous venons à peine d'être nommés dans nos fonctions, nous avons l'intention de réagir aux observations ou aux objections de l'accusé. Nous avons tenté d'expliquer au juge de cette Chambre ce que dit l'accusé. Donc, si des preuves doivent être apportées, elles doivent l'être par l'accusé et pas par les amicus curiae. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la charge de la preuve qui pèse sur les amicus curiae n'est pas nécessairement identique à celle qui pèse sur l'accusé. Les amicus curiae et M. Milošević ne sont pas un seul et même être dans le cadre de la défense de l'accusé. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que si l'on s'efforce de traduire les propos de l'accusé pour essayer d'en tirer le sens, nous avons pour rôle d'aider les juges de la Chambre, de les orienter sur la base de l'interprétation du sens des propos de l'accusé. Et de ce point de vue, au stade où nous en sommes de la procédure, il est sans doute assez difficile de se prononcer sur la charge de la preuve incombant aux uns ou à l'autre. En tout cas, au stade actuel, je pense que cette charge ne nous incombe pas complètement. Le président, mais je crois que c'était plutôt une figure de style. Monsieur Vladimirov, oui, très bien, Monsieur le Président. Le Président, nous sommes tous en train de tâtonner un petit peu s'agissant de la définition exacte du rôle des amicus curiae. Monsieur Vladimirov, très bien, Monsieur le Président, je vous remercie. Et à présent, je voudrais en arriver au point que j'avais l'intention d'évoquer au départ, à savoir notre avis consultatif
Dans notre mémoire, nous avons écrit que si l'on se penche de plus près sur les nombreuses décisions prises par la Chambre d'appel dans l'affaire Tadić, on y trouve un commentaire juridique qui est le suivant. Un tribunal doit-il examiner sa propre compétence? Doit-il étudier, se poser des questions sur sa propre compétence? Je sais très bien que c'est un problème qui se pose dans la plupart des systèmes judiciaires. À la Cour suprême, par exemple, à la fin d'un jugement, il appartient à la Cour suprême de se prononcer et d'examiner sa propre compétence. Mais ici, nous sommes dans une situation un peu différente parce que nous ne discutons pas uniquement de la compétence, en tout cas, nous n'en discutons pas de la façon habituelle. Nous parlons de la légalité de la création de ce tribunal et c'est quelque chose d'un peu différent. Donc, ce n'est pas une question que l'on voit souvent discuter dans des instances judiciaires nationales à la fin, par exemple, d'une audience de la Cour suprême. Je pense que les auteurs du mémoire sont donc en droit de présenter leurs arguments sans les voir réfutés d'emblée. Nous pensons qu'il est possible pour la Chambre de première instance de fonder sa décision sur l'avis consultatif que vous aurez éventuellement demandé et pas uniquement sur l'arrêt Tadić ou sur des décisions antérieures. Nous déclarons qu'il serait sans doute utile d'agir de façon plus fine en demandant effectivement un avis consultatif. Au terme de la charte et du statut de la CIJ, il n'est pas impossible d'agir de la sorte. En effet, les juges de la Chambre ont le pouvoir de demander un tel avis consultatif, à moins que, et c'est une autre possibilité, l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité vous autorise à le faire. Sur le principe, les amicus curiae n'ont trouvé aucun argument, aucun précédent empêchant juridiquement les juges d'une chambre de demander une telle autorisation. Et s'agissant de la preuve, le procureur n'a pas encore prouvé l'existence d'un quelconque argument juridique empêchant de présenter une telle demande d'avis consultatif. Nous n'avons entendu ou vu par écrit aucun argument expliquant pourquoi l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité devrait refuser d'intervenir sur cette question. Donc nous estimons que c'est une possibilité qu'il conviendrait d'étudier et nous pensons donc que la Chambre de première instance pourrait très sérieusement examiner les réponses de la Cour internationale de justice qui elle-même pourrait confirmer ou peut-être infirmer les décisions prises par la Chambre d'appel dans l'affaire Tadić. Elle pourrait donc éventuellement aller dans une direction tout à fait différente. Et si cet avis consultatif était demandé, aucune critique ne pourrait plus être valable, puisque des juges non chargés de l'affaire auraient apporté leur conseil à ce tribunal. Donc, plutôt que de rejeter immédiatement l'argument que je viens de présenter, je pense qu'il serait tout à fait intéressant pour le tribunal d'examiner la possibilité de demander un tel avis consultatif, ce qui apporterait la preuve de son impartialité et de son indépendance. Merci beaucoup. Le président, Monsieur Vladimirov, nous examinerons cette question. Avez-vous d'autres arguments? Oui. Maître Tapushkovitch. Monsieur le Président, je ne voudrais pas m'attarder sur des questions dont ont déjà parlé mon collègue Kay et mon collègue Vladimirov, qui ont déjà fort bien expliqué de quelle façon nous trois, tous les trois, pensons
quel devrait être notre rôle de amici curiae. Et je crois que nous sommes arrivés à une position commune qui dit que nous pourrions même avoir des positions distinctes, à savoir que chacun d'entre nous avait droit à une position, à un avis distinct. Je voudrais maintenant vous demander quelques minutes d'attention, compte tenu du fait que je viens moi-même du pays où le président de l'État se trouvait être M. Slobodan Milošević. Je me propose donc de présenter quelques faits qui sont liés à ma position d'amici curiae dans une affaire de ce genre. Je ne dis pas que je suis physiquement en danger dans mon pays, mais à partir du moment où j'ai accepté le rôle de amici curiae, il y a eu des objections qui ont été formulées à mon encontre pour ce qui est des raisons qui m'ont incité à le faire. Entre autres, il avait également été question de cela au Parlement serbe. Je ne me propose pas de répondre à ces propos, mais il en a été question aussi à la faculté de droit de la part de tous les professeurs qui ont formulé bon nombre de remarques sur les raisons qui m'ont incité à accepter cette tâche des plus responsables et des plus importantes. En fait, la remarque principale avait été celle de me voir prendre des responsabilités énormes, d'une responsabilité, je dirais, historique. Je n'aime pas me servir de grands mots. Et ce terme d'historique a été utilisé par d'autres, non par mes soins, à moi. On m'a reproché donc le fait d'avoir accepté d'être amici curiae dans cette affaire, et ses collègues de la faculté de droit à Belgrade avaient proposé eux-mêmes d'être amici curiae dans l'affaire. On m'a reproché également, du point de vue moral, d'avoir fait honte aux Serbes. Et encore une fois, il s'agit de termes très forts. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis le début de l'exercice de ce tribunal, depuis 96-97, j'ai travaillé sur une affaire ici. Et je crois que cela a été un grand honneur pour moi. Dans l'affaire Celebici, j'ai défendu M. Mucic. Cette affaire touche à sa fin devant ce tribunal. Et j'ai traversé les phases de propos liminaires et de propos finaux. Et on m'a reproché, en ma qualité de Serbe, de défendre un Croate dans une affaire liée à l'existence d'un camp musulman, tenu par des musulmans, et où les victimes avaient été des Serbes. J'ai dit alors, et je tiens à le répéter maintenant, que nous tous, Serbes, Croates et musulmans, devons être satisfait de l'existence d'un tel homme parce qu'il avait aidé ces personnes à ne pas avoir davantage de victimes. Donc, à ce moment-là, j'avais établi un parallèle avec Schindler et j'avais dit qu'il avait été le Schindler parmi les Croates. Pour être plus bref, je crois me trouver dans une situation, une fois de plus, ici, dans cette affaire, tant moi-même que l'accusé provenons du même État et du même peuple. Et une fois de plus, j'entends des remarques analogues, des périls à mon égard. Ce que je voulais dire, c'est que je suis profondément convaincu du fait que cette tâche d'amici curiae, je pouvais l'exercer, l'assumer conformément à ce que mes obligations professionnelles me disent de devoir faire, conformément à ce que la profession prévoit d'effectuer consciencieusement. Et je me propose, sur le plan moral, professionnel et, si vous voulez, historique, d'assumer la responsabilité du fait de prendre part aux travaux des amici curiae dans cette affaire. Et j'espère que vous ne me le reprocherez pas du fait de la situation dans laquelle je me trouve. Ce que je voudrais ajouter dans le cadre de ce qui a été proposé ici,
c'est de traiter d'une autre affaire et que je tiens à soulever. Le principe de la justice est un principe universel. Et pour le moment, nous avons ici un tribunal dont l'existence est délimitée dans le temps, dans l'espace, délimitée sur 2 petits territoires sur le globe. Je suis convaincu que cela pourrait être tout à fait juste. Je suis venu à ce tribunal dans la conviction qui est celle affirmant que le tribunal peut aboutir à ce principe de la justice. Mais ce principe de la justice serait véritablement mis en place si la validité de ce principe se faisait universelle. Tant que cela ne sera pas le cas, et vous savez quels sont les problèmes pour ce qui est de la création d'une Cour internationale jugeant les délits pénaux, nous ne pourrons pas parler de justice universelle. Je ne suis donc pas convaincu du fait que cette Chambre de première instance serait à même d'aboutir à une justice absolue qui devrait être l'idéal auquel nous aspirerions. Je passe maintenant au problème soulevé par Slobodan Milošević dans ses écritures. En effet, il a souligné notamment là-bas qu'il estimait sa livraison à ce tribunal comme étant faite de façon illégale. Et nous en arrivons au problème suivant. Nous ne pouvons pas contester le fait qu'à ce moment-là, il se trouvait en détention provisoire en fonction de la législation et des dispositions légales qui l'avaient fait incarcérer à l'époque en Yougoslavie. Mais le 28 juin, il a été déféré à ce tribunal, mais conformément aux lois en vigueur de ce pays-là, nous ne pouvons pas dénier qu'il avait été déféré sur instruction du juge de ce tribunal, puisque l'on s'était proposé sur une détention préventive. Mais étant donné que le présent tribunal avait demandé à ce que l'accusé soit livré à ce tribunal-ci par le biais d'un ordre d'un mandat d'arrêt. Et ce qui est très important, le 24 mai 1999 et le 22 juin 2001, lorsque l'État de la Yougoslavie est redevenu membre des Nations Unies. Ainsi, nous avons demandé aux organes fédéraux, au ministère fédéral de la Justice, de se prononcer sur la compétence exclusive de ces instances fédérales de la justice. Il y avait eu des réponses émanant du ministère de la Justice fédérale, mais chose importante, très rapidement, le ministère fédéral de la Justice a procédé à l'élaboration d'une loi qui est devenue décret par la suite pour ce qui est de la coopération avec le tribunal de La Haye. En Yougoslavie, il n'y a guère de législation prévoyant la livraison de l'un quelconque de ses citoyens à d'autres tribunaux. Et pour nous, il est prévu, par exemple, de procéder à l'extradition de citoyens, de ressortissants étrangers. Aussi, les instances fédérales ont-elles procédé à l'adoption d'une disposition ou d'une législation qui pourrait permettre l'extradition de ces ressortissants. Donc il n'est pas exact d'entendre le procureur dire que la primauté de ce tribunal est telle qu'elle exclut la législation nationale du pays. Il ne peut donc pas être considéré qu'un pays
étant membre des Nations Unies, avait automatiquement accepté la réglementation qui lui rendrait possible la coopération avec ce tribunal comme cela est prévu par la réglementation et le statut du présent tribunal. Et qu'est-il arrivé? Sans pour autant attendre que la loi soit adoptée, ou plutôt exactement le jour même où le décret de mise en place d'une coopération avec le tribunal de la Haye, lorsque cette procédure était en phase finale, lorsque la procédure était devant la Cour constitutionnelle fédérale, le gouvernement a décidé de livrer, d'extrader Slobodan Milošević au tribunal de la Haye et s'est comporté de façon arbitraire. Vous n'ignorez pas le fait qu'il y a des conventions internationales. Personne n'est censé mettre en péril qui que ce soit de façon arbitraire. Donc il faut que les choses se fassent de façon conforme aux procédures et conforme aux législations en vigueur. Et la Yougoslavie savait déployer des efforts pour surmonter le problème. Vous n'ignorez pas que M. Tadić avait été mis aux arrêts en Allemagne. Et il a fallu à l'Allemagne 4 mois pour adopter une loi, en dépit du fait que la procédure a été entamée, une loi qui a permis de livrer Tadić. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas attendre, et c'est ce sur quoi avait précisément insisté le président de la Yougoslavie, le président actuel de la Yougoslavie, qui insistait sur l'adoption d'une telle loi avant l'extradition de l'un de ses citoyens. Cela avait été une décision prise par le gouvernement de la République qui n'est pas membre des Nations Unies. Cette République fait seulement partie de la Fédération yougoslave et la République en question n'est pas autorisée à réaliser les exigences des instances internationales et à se conformer aux dispositions internationales. Donc la décision appartenait au gouvernement fédéral qui devait décider de la chose, et les organes fédéraux devaient procéder aux procédures nécessaires pour l'adoption de la loi relative à la coopération avec le tribunal international dans lequel nous nous trouvons. Ainsi, l'État de Serbie s'est trouvé dans l'incapacité de procéder à l'analyse des mandats émanant de ce tribunal, de se pencher sur la juridiction de ce tribunal et prendre une décision afférente à ce qu'il lui fallait faire. Partout au monde, cela devrait être la procédure suivie. Donc, il faudrait que celui à qui l'on envoie un mandat d'extradition soit consulté. Il ne pouvait pas arriver que de la Republika Srpska et maintenant depuis la Yougoslavie, l'on extrade des gens comme s'ils avaient été des objets. C'est ce que je me proposais de dire, et ce pour faire respecter la loi. Et j'en viens à à la question la plus importante. Slobodan Milošević n'aurait pas été extradé de la sorte. J'imagine que l'on aurait attendu toute la procédure, que l'on aurait attendu le décret, la procédure, la mise en place de cette coopération avec le tribunal, s'il n'y avait pas eu une influence internationale très grande. Et le bureau du procureur a servi à cet effet, j'en suis convaincu, tout comme le gouvernement serbe. Alors, à un moment où la loi sur la coopération avec le tribunal était en cours d'adoption, il a été arbitrairement décidé de procéder comme il a été procédé. Les pressions sur la législation nationale ont été telles que vous avez fini par avoir Slobodan Milošević dans cette salle d'audience.
Et dans ces circonstances-là, vous ne pourriez pas fonder l'affaire, baser l'affaire de la façon qui est celle à laquelle a recouru le bureau du procureur. J'espère que vous pencherez sur les éléments que j'ai soulevés et sur les questions importantes qui sont soulevées en un moment tel que celui-ci. Je vous remercie. Le président, merci, Maître Tapushkovitch. Bien, maintenant, je me tourne vers l'accusation. Madame le procureur, je ne sais pas qui va s'exprimer de votre côté. Nous avons pu prendre connaissance de votre mémoire qui est très exhaustive, donc nous serions reconnaissants d'être assez brève. Yes, Mr. President, Your Honors. Le procureur, oui. Monsieur le Président, Messieurs les juges, je vais parler en français, une langue que l'accusé ne comprend pas. Mais je vais parler lentement, de manière qu'il puisse suivre le transcript sur l'écran qui est devant lui s'il le souhaite. En anglais, pour accommoder l'accusé pendant les autres audiences, et surtout à suite du refus de mettre des écouteurs. Mais maintenant, Monsieur le Président, Messieurs les juges, c'est pour moi essentiel que je puisse communiquer avec la Cour dans l'autre langue du tribunal qui m'est plus naturelle et qui me permet en fait au mieux de m'exprimer sur les détails sans qu'il y ait des équivoques. Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'accusé Milosevic nous a dit, nous a écrit, nous a répété à l'audience, et je cite, « Nous sommes une institution inexistante ». Et ce matin, les amici de la Cour ont illustré, approfondi tous ces thèmes de cette exception. Laissez-le-moi le dire, depuis que je les ai entendus ce matin, je dois dire qu'ils ont agi comme défenseurs d'office de Milosevic. Mais, Monsieur le Président, je ne vais pas demander de nommer des défenseurs d'office. C'est bien comme ça. Je ne vais pas insister. Mais je veux simplement accueillir l'occasion de vous dire que on a essayé d'entrer en contact avec les avocats Amici Curie avant cette audience. Il y a eu un refus. Ils n'ont pas voulu nous rencontrer. Ce que je déplore, en fait, cela pour vous dire quelles sont nos difficultés. Difficultés de procédure, difficultés en fait de pouvoir préparer ces procès. Permettez-moi aussi... Le Président, je souhaiterais parler de ça. Je ne sais rien de tout cela. Mais c'est aux Amici Curie de choisir la manière dont ils abordent l'affaire. Ce n'est pas aux juges de le décider. S'ils décident de rencontrer le procureur, ils peuvent le faire. Mais s'ils décident de ne pas le faire, à ce moment-là, ils sont tout à fait libres de le choisir, de procéder ainsi. On ne peut pas les critiquer pour cela. Monsieur le Président, ce n'est pas une critique, c'était un constat de fait. Permettez-moi aussi de vous dire que j'ai quand même fait faire une étude sur le right to self-representation. Et j'ai ici toute une étude. Je dois dire que le problème reste ouvert. C'est vrai que le droit international coutumier ne contient pas le droit de se défendre par soi-même. Mais je retourne au point principal. L'échange, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'échange des mémoires, des réponses écrites sur l'exception de juridiction, de compétences, avec toutes les subordonnées, est déjà suffisamment connu. Mais si c'est vrai que
repetita juvent, permettez-moi quand même seulement de rappeler très brièvement quelques points principaux. D'abord sur la licéité, cette institution non existante. On a vu, on a déjà 3 décisions d'appel. L'arrêt Tadic, qui est en fait une décision importante qui traite au fond tous les arguments soulevés ici. Deuxièmement, l'arrêt Alexovski, qui reprend et fait suite à la décision Tadic. Et je crois que les 3 principes qui sont rappelés par la Chambre d'appel sont ici intouchables. C'est-à-dire la hiérarchisation de l'administration de la justice en tranchant des questions de fait et de droit. La garantie du besoin de sécurité et de prévisibilité et la règle du droit international coutumier, le droit d'interjeter appel, ce qui veut dire, on le sait, le droit de l'accusé que les affaires similaires soient tous tranchées de la même manière. Donc, la Chambre de première instance se conforme aux arrêts rendus par la Chambre d'appel. La Chambre d'appel suit elle-même ses décisions, et on l'a entendu ce matin par les amis Curiae, les changements de jurisprudence sont l'exception, sont la grande exception, cela dans l'intérêt de la justice. L'arrêt Celebici ne fait en fait que confirmer les principes énoncés. Et alors ici, je veux vous dire, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, on n'a aucun intérêt, on n'a aucune exigence de demander un avis de droit en dehors. Cet avis consultatif sur lequel on fait une grande pression n'est pas nécessaire, dans le sens que les décisions ont déjà été prises dans des cas précédents. Nous demandons, Monsieur le Président, que l'accusé Milosevic reconnaisse notre juridiction, reconnaisse la compétence de ce tribunal. La communauté internationale a créé ce tribunal avec une compétence territoriale délimitée, c'est vrai, mais on n'a pas une restriction de temps, comme on l'a entendu ce matin. Nous demandons, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nous demandons de pouvoir commencer un procès à Milosevic. Les 3 autres principaux motifs que je vais encore évoquer ici, c'est l'indépendance du procureur. Vu que ce procureur est en jeu. Sur l'indépendance de jure, on a vu, on n'a pas de contestation parce qu'elle est expressément prévue dans la loi. Sur la question de facto, on dit le fait que le Conseil de sécurité ait urged le procureur, ça doit être un élément du manque d'indépendance. Je fais noter à la Cour que la résolution 1160 du Conseil de sécurité est du 31 mars 1998, alors que le procureur annonçait le 10 mars 1998 publiquement que l'enquête sur les faits du Kosovo allait commencer. Donc j'estime que ce petit communiqué de presse du 10 mars 1998 puisse assumer son importance. Et même, si le Conseil de sécurité a demandé, urged, le procureur, qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut simplement dire de rappeler le procureur au mandat originaire de la résolution qui a fait la constitution de ce tribunal. Et deuxièmement,
s'occuper ou ouvrir une enquête ne veut pas encore dire une mise en état d'accusation. Sur le pouvoir discrétionnaire du procureur, Monsieur le Président, je n'accepte pas qu'il soit mis en cause. Et je n'ai pas de justification à fournir. Je l'ai bien entendu ce matin, je n'ai pas de preuves à fournir. C'est un pouvoir discrétionnel sous le mandat du Conseil de sécurité, sur la définition du mandat du Conseil de sécurité. Point fini. Et c'est là encore qu'on demande de pouvoir porter en justice l'accusé Milosevic, ancien chef d'État. Et voilà le deuxième argument, ancien chef d'État. Et alors ici, on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre que ce tribunal a été créé par la communauté internationale explicitement pour mettre fin à l'impunité des puissants, des chefs d'État. Donc, l'examen de leur responsabilité pénale individuelle dans l'exercice de leurs fonctions est bien la tâche de ce tribunal. Et laissez-le-moi le dire, Monsieur le Président, parce que, en dehors de ce tribunal, il y a des milliers de victimes qui demandent, qui réclament justice. Donc, pas d'immunité pour personne quand il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide. Et le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité à la constitution de ce tribunal ne laisse aucun doute à propos. Parce que, on le sait, c'est bien les chefs d'État qui encourent une responsabilité plus importante pour les violations graves du droit international humanitaire. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est le tour de l'accusé Milosevic, qui se plaint, dernier point, du transfert illégal. J'ai suivi de très près le transfert de l'accusé Milosevic. Et je dois vous dire qu'il a été arrêté selon un mandat d'arrêt national dans son pays et il a été transféré selon une décision du gouvernement de la Yougoslavie, de la République de la Yougoslavie, sur la base d'un décret qui a été accepté et ensuite suspendu. Et je ne vais pas continuer le curriculum législatif de ce qui s'est passé en Yougoslavie parce que ça n'a rien à voir avec l'obligation internationale, article 29, on le connaît, du statut. La seule chose qu'au moment où la Yougoslavie est devenue pays membre de l'ONU, cette obligation se trouve pour la Yougoslavie selon le même devoir que tout autre État membre de l'ONU. Donc la décision de transfert a été prise en tout respect de l'obligation internationale. Un tout dernier point, Président, et vous voyez que je fais très très vite. Le fait que les amici courriers, les avocats demandent de le laisser parler. Je dois dire que nous avons quelques problèmes pour ce qui est l'examen de la documentation exculpatoire, parce qu'on n'a pas d'interlocuteur. Alors moi, j'estime que je devrais trouver une solution et j'appelle au président pour trouver cette solution. Qui c'est qui va? Ce sera l'accusé lui-même qui va examiner toute la documentation. Et je parle ici de l'application de l'article 68, qui m'est aussi précieux et aussi important que toute autre application des articles de procédure. Cela pour vous dire, Monsieur le Président, j'estime qu'il faut laisser parler l'accusé Milosevic, naturellement, selon toutes les limitations qu'on sait et qu'on a vues. Merci, Monsieur le Président. Madame Prosecutor. Juge Robinson, Madame le procureur, si j'ai bien compris les arguments des amici curiae au sujet du transfert,
Ce qu'ils nous disent, c'est qu'au terme de l'article 29 du statut, il y a une obligation et que c'est une obligation de l'État qui s'applique à un État. Et en l'espèce, ils nous disent que les mandats d'arrêt ont été délivrés à la République fédérale de Yougoslavie, alors que l'arrestation et le transfert ont été réalisés par le gouvernement de la Serbie. De ce fait, ce qu'ils nous disent, c'est ce que j'ai compris, ils nous disent que l'article 58 ne s'applique pas, un article qui stipule que les obligations de l'article 29 prévalent sur tous obstacles juridiques au transfert de l'accusé au tribunal. Ce qu'ils nous disent, c'est que cette obligation, c'était l'obligation de la République fédérale. Or, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu transfert par le gouvernement de la Serbie. Et les amicus curiae avancent que, de ce fait, le transfert est illégal. Je soulève cette question parce que vous-même, vous avez évoqué l'article 29. Or, ce qu'ils nous disent, eux, c'est que l'article 29, il n'a pas été respecté et que l'article 58 n'est pas applicable. Qu'avez-vous à répondre à cela, s'il vous plaît? Oui, monsieur le juge. Comme vous savez, dans la fédération yougoslave, le gouvernement central de la fédération n'a aucun pouvoir exécutoire. C'est-à-dire tous les transferts, toutes les décisions de police, toutes les mesures coercitives qui sont appliquées, c'est la République de Serbie qui exécute et qui fait ces arrestations, ces transferts. C'est le cas, par exemple, des autres accusés qui sont arrivés de Belgrade. C'est vrai que la décision est celle de la fédération. Alors, la décision comme telle du transfert est de la fédération. Et cela, le Premier ministre Djindjic l'a clairement évoqué, que la décision de transfert a été prise et acceptée par la fédération. Mais l'exécution même, mais pas seulement de l'accusé Milosevic, mais de toutes les exécutions de police, d'arrestation, de transfert, même de perquisition, sont du domaine de la République de Serbie. Et c'est pour ça que le transport comme tel a été fait par la République de Serbie. Vous nous dites donc que c'était effectivement la responsabilité du gouvernement de la Serbie, et que c'était quelque chose qui était normal? C'est la République de Serbie qui doit exécuter ce transfert. In any event, Quoi qu'il en soit, je crois que vous nous diriez également que la constitution, l'organisation interne d'un État, tout cela n'est pas pertinent dans la situation qui nous intéresse ici. L'article 27 de la Convention de Genève sur le droit des traités empêche un parti d'invoquer une disposition de son droit interne pour justifier un manquement au regard d'un traité et d'une obligation d'un traité. Or, ici, nous avons une obligation qui découle d'un traité qui doit être exécutée. Dans votre mémoire, je crois que vous le mentionnez. Microphone, s'il vous plaît. Pardon, je m'excuse. C'est mentionné dans notre mémoire sur l'article 58 des règles de procédure that the obligations laid down in que les obligations qui figurent à l'article 29 du statut priment sur tout obstacle juridique à la remise ou au transfert de l'accusé au tribunal. Obstacle de la législation nationale ou des traités d'extradiction auxquels l'État intéressé est partie. Le juge Robinson, je vous remercie.
Mais moi, ce qui est nouveau pour moi, c'est que ce que vous nous dites qu'en fait, il relevait de la responsabilité du gouvernement de la Serbie de procéder à ce transfert. Peut-être entendrez-nous une réponse à ce sujet. Le Président, Madame le procureur, il y a 2 questions que je souhaite évoquer avant la pause. Première chose, vous faites référence au droit coutumier international et vous nous dites que là-dedans, il n'y a rien qui est trait au droit de se défendre soi-même. Je trouve ça un petit peu surprenant si effectivement c'est le cas, parce qu'il me semble que c'est un droit universel, un droit fondamental de toute personne de se défendre soi-même. Peut-être pourrons-nous aborder cette question une autre fois. Et la deuxième chose, c'est ce que vous nous dites au sujet des éléments de preuve à décharge. Et effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Et il me semble qu'il serait raisonnable d'évoquer ce sujet lors de la conférence de mise en état et de décider de la manière de procéder, vu vos obligations. Monsieur le Président, alors pour ce qui concerne le fait de se défendre soi-même, je pourrais vous passer l'étude que j'ai fait faire par nos spécialistes. C'est quelques pages, mais c'est intéressant de voir. Pour le reste, oui, Monsieur le Président, il faudra en discuter au moment venu parce que effectivement, c'est important, oui. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez nous faire parvenir ce document, s'il vous plaît. Mais je ne veux nullement affirmer que nous nous sentirons tenus par ce document. Nous allons maintenant faire une pause jusqu'à 11h30, moment auquel nous entendrons l'accusé. All right, veuillez vous lever.